On va enchaîner avec la 4e table ronde, l'engagement social des marques précisément. Comment maximiser finalement l'utilité sociétale de l'entreprise? On va le faire d'abord, si vous le voulez bien, avec Edward Arkwright, qui est le directeur général exécutif du groupe Aéroports de Paris, ADP. Si vous voulez bien prendre place, vous êtes depuis 2012 le directeur général d'ADP et vous avez dans vos missions, en particulier évidemment auprès du PDG, cette question de la RSE. Hélène Roch, qui vient prendre place, si vous voulez bien. Vous êtes, vous, une spécialiste de la transition écologique depuis de nombreuses années, plus de 25 ans. Vous avez dirigé le développement durable chez Accor. Et depuis 3 ans, vous avez donc décidé de mener de la recherche, une recherche académique sur la notion de décision, de prise de décision dans l'entreprise à l'université VU d'Amsterdam. Guillaume Leroy, vous êtes le président de Sanofi France. Je vous en prie. 20 ans dans l'industrie de la santé, notamment évidemment le médicament, avec une vision mondiale, puisque vous avez dirigé plusieurs entreprises mondiales. Vous êtes pharmacien d'origine, docteur en pharmacie, le MEDEF, dans lequel vous êtes engagé, le LEM, l'entreprise du médicament, le syndicat des entreprises du médicament. Votre vision de la RSE appliquée à ce secteur nous sera très intéressante. Alexandre Mars, s'il vous plaît, merci. On vous connaît comme entrepreneur et comme philanthrope, c'est comme ça que vous vous définissez, mais on peut dire qu'au fond, ça s'applique, puisque vous avez créé Epic, qui est une start-up à but non lucratif, et Vanity Fair, en 2018, vous avez promu parmi le groupe des 50 Français les plus influents au monde. Pour animer cette table ronde, je cède la parole à mon confrère ancien du Figaro et de Paris Match, mais directeur adjoint de la rédaction du Point, Jérôme Béglé. Jérôme, je t'en prie. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs. Alors, pour aborder ce point central de cette journée, un petit mot liminaire d'abord. Le produit, l'innovation et la croissance ne sont plus l'alpha et l'oméga de l'entreprise. Pour perdurer, celle-ci, l'entreprise, doit aujourd'hui prouver qu'elle place le partage et le sens au cœur de son modèle. Bref, montrer qu'il existe une responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, comment maximiser l'utilité sociale de votre entreprise? C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui, avec d'abord un premier tour de table assez simple et assez court. Comment vous définiriez chacun la responsabilité sociale de l'entreprise? En 2-3 phrases, pour expliciter ce terme, comment vous pourriez le qualifier? Responsabilité sociale de l'entreprise. Peut-être vous, madame? Merci. Écoutez, c'est très simple. La responsabilité sociale de l'entreprise, pour moi, c'est juste ce qui est optionnel, ce qui n'est pas obligé. Donc, c'est l'action volontaire de l'entreprise et qui couvre le champ, évidemment, social, environnemental et éthique. Et concrètement, l'entreprise se pose la question de maximiser son impact positif possible sur la société et de minimiser son impact négatif. Donc, c'est à elle de savoir quel est le champ que cela recouvre. Edward Arkwright, vous êtes d'accord avec cette définition ou vous vouliez rajouter un petit codicile? Bonjour à tous. Alors, le point de désaccord tout de suite, c'est sur l'adjectif optionnel. Et sur la définition, je dirais que c'est la prise en compte dans toutes les activités de l'entreprise de ses conséquences sur toutes les parties prenantes. Très bien. Guillaume Leroy, même question? Oui, moi, je partage. Ça ne peut pas être une activité connexe. Je pense que la responsabilité sociétale d'une entreprise, qui plus est d'une entreprise de santé comme nous le sommes, elle s'inscrit dans la raison d'être de l'entreprise. Une société de santé, elle est là pour apporter des solutions innovantes pour les patients, pour prévenir ou guérir des maladies. Et puis, elle est aussi un acteur des territoires. Le groupe Sanofi est représenté à peu près partout en France. Et donc, on a une empreinte économique qui permet, là encore, une collaboration, une stimulation des territoires. Et puis enfin, c'est quand même des entreprises qui accompagnent un certain nombre d'initiatives pour les personnes les plus vulnérables ou en difficulté sur le chemin de l'entreprise. Et donc, pour moi, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est vraiment ce que l'entreprise, depuis l'intérieur, fait à l'extérieur, dans l'ensemble de dimensions. Et elle est absolument partie prenante de l'ADN de l'entreprise. Alexandre Mars, pour terminer. Enfin, moi, je pense que si vous êtes tous ici, vous connaissez aussi bien moi ce que veut dire RSE. Ce qui, moi, me dérange, c'est qu'RSE, je trouve ça même has-been, en fait. Et alors, désolé à Romain Mouton qui nous a tous amenés ici, parce que c'est plus ça, en fait. C'est même plus ça. Quand je vais voir un jeune, quand je vais voir quelqu'un qui n'est pas comme nous, si je parle de RSE, il ne comprend pas. Quand je vais voir des salariés des entreprises en disant « c'est quoi la stratégie RSE de votre entreprise ?» Ils n'ont aucune idée. Je prends un exemple avec une grande banque. Quand je lui parle de cette question-là, Hélène, tu sais ça? Quand je pose la question, ces jeunes, je dis « mais ta banque, elle fait quoi en RSE ?»
disent « Ah, ils font du rugby ». Ah non, ça, c'est du sponsorship. Et ce n'est pas malheureusement quelque chose qui est uniquement une fois. C'est que c'est compliqué pour les gens de comprendre. Ce qu'on voit, et si je peux me permettre, Jérôme, ce qu'on voit, c'est que le monde est en train de basculer. Il a basculé en 1 an, pas beaucoup plus. Quand on parlait de RSE entre nous ici, parce que je connais certaines têtes, etc., pour nous, RSE, c'est important, c'était primordial. Aujourd'hui, en 1 an, ça a basculé. J'étais, il y a quelques mois de ça, en train de donner une conférence à une école. J'aurais posé 3 questions. Qui veut travailler dans la finance et dans le conseil? Sur les 200 jeunes qui étaient en face de moi, combien ont levé la main d'après vous? Combien? 3, c'était pas mal. 80? Une. Je posais la question après, qui veut devenir entrepreneur? Combien ont répondu d'après vous? 199. Combien devenir entrepreneur social? C'est-à-dire mettre le RSE au cœur de leur vie? 20% de ces jeunes-là. Et quand on voit ça, la problématique, c'est que la problématique pour toutes les entreprises qui ne l'ont pas parfaitement compris, ben, il va y avoir des mouvements de bascule très forts. Et souvent, ce qu'on dit, c'est, vous vous souvenez tous, qui avait un Nokia? Qui se souvient de Nokia ici? Vous pouvez lever la main, hein? 50% de part de marché il y a 10 ans. 50% de part de marché. Combien ils en ont aujourd'hui? 0,1%. Non parce qu'ils n'avaient pas compris le RSE à l'époque. Hein. Ils n'avaient pas compris une évolution technologique forte. Ce qu'on imagine de plus en plus, c'est qu'on ne parle pas d'Internet ici, on ne parle pas de cheminement intellectuel, On dit une chose importante, c'est que l'évolution est tellement forte aujourd'hui que cette domaine social, plus que tout, va être au cœur de ces entreprises. J'aimerais qu'on fasse un peu d'histoire justement avec vous, Hélène Roch. En 2002, vous êtes nommée directrice du développement durable d'Accor. Autant dire que je pense que vous étiez la première à occuper une telle fonction dans une entreprise du CAC 40. Donc 2002-2019, on a donc 17 ans de recul. Racontez-nous comment le RSE est devenu partie prenante des entreprises et quelle a été l'évolution de ces notions du début des années 2000 à aujourd'hui. Merci. D'abord, je pense que je n'étais pas exactement la première, mais en tout cas, je reconnais Claire, une des premières. D'abord, c'était formidable parce que tout le monde se fichait de ce qu'on faisait, donc on avait beaucoup de liberté. Et c'est peu de le dire, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, et on va passer plutôt à la période présente, mais pour donner un peu de profondeur historique à notre débat, le développement durable, la RSE, tout ça était une espèce de grand tout qui correspondait un peu à une blague qui était est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est pas durable? Et tout cela, c'était l'activité de passionnés, de pionniers, de personnes qui étaient assez... Il y avait assez peu de candidatures pour ce genre de job à l'époque. Et les personnes qui se présentaient étaient des personnes qui étaient vraiment extrêmement motivées, qui étaient très spécialisées dans le elevator speech, qui savaient convaincre n'importe qui en moins de 30 secondes, parce qu'on leur donnait rarement plus de 30 secondes pour s'exprimer. J'ai le souvenir d'un de mes présidents, que pourtant je remercie de m'avoir embauché à l'époque, qui disait quand j'entrais devant le directoire, « Chouette, voilà Hélène, c'est la récré ». Et donc, c'était ça, tout simplement, à l'époque, la RSE. Cela dit, je pense que c'est normal parce qu'il faut une prise de conscience et je pense qu'au début des années 2000, on était juste après le début d'une révolution de l'entreprise, du monde de l'entreprise, qui était plutôt orientée vers la charité, l'entreprise, on parlait de l'entreprise citoyenne. Ensuite, on en est venu à l'entreprise responsable. Et donc là, ces équipes RSE ont dit, mais enfin, vous savez, vous êtes obligés, on dit à leur comité exécutif, vous êtes obligés de vous comporter de telle façon parce que vous savez maintenant, les investisseurs nous le demandent, c'est très important. Donc, on est devenu un peu au développement durable rentable. Mais ces équipes étaient, pendant une bonne dizaine d'années, au début des années 2000, de mon point de vue, hein, tout ça, c'est une perception, quand même un peu en train de s'excuser, de demander pardon. Ce qui a profondément changé maintenant, et moi, aujourd'hui, je suis beaucoup moins experte sur le fond des sujets que je ne l'étais, mais je me suis spécialisée un peu dans la dynamique humaine sous-jacente à tout cela, et de toutes les parties prenantes, et pas seulement en France. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a quelque chose de formidable, c'est que maintenant, la RSE, c'est l'émergence de convictions profondes de beaucoup de personnes. Et je trouve qu'on est à une ère où finalement il y a un besoin d'alignement dans des convictions personnelles et des visions corporate. Et cet alignement-là, pour moi, c'est le début
d'une nouvelle étape ou d'une nouvelle période de cette révolution qui est de l'entreprise, qui est une formidable sincérité. Et c'est pour ça que je suis, quand je disais tout à l'heure, la RSE c'est optionnel, ben oui, concrètement, l'entreprise est obligée de faire certaines choses et d'autres choses, elle le fait parce qu'elle s'engage et elle n'est pas théoriquement obligée. Mais ce qui pousse l'entreprise aujourd'hui, c'est la dynamique humaine, c'est-à-dire que les salariés, on le voit à travers toutes nos enquêtes, demandent, choisissent un on parlera d'un sondage tout à l'heure que vous avez diligenté en fin d'année dernière, qui est très sans éclairant. parler On en parlera en deuxième partie du débat. Sans parler de nos sondages, mais en tout cas, les salariés, les clients, les financiers, toute la supply chain demande à l'entreprise de se mobiliser. Et il y a pour l'entreprise une formidable occasion de capter ce que moi je considère être une révolution de la sincérité, parce que c'est le moyen, parce que par ailleurs cela percute une autre révolution dans l'entreprise qui est celle du management, parce que les structures hiérarchiques sont en train de se casser, en tout cas dans la tête d'une génération, des nouvelles générations. Et alors, ces jeunes générations qui demandent à l'entreprise de devenir beaucoup plus engagée et à aligner les aspirations personnelles et professionnelles, tant pour des raisons managériales que pour des raisons de fond et de l'observation de nos biens communs. Et donc, je crois que tout cela nous encourage, est très encourageant, parce que ça appelle à tout le monde une introspection et un vrai changement. Alexandre Mars, vous partagez cet avis assez positif finalement d'une évolution qui fait grandir tout le monde dans les us et coutumes et dans les comportements. Oui, je pense qu'il y a une vraie évolution. Je pense, contrairement à ce que tu disais, qu'il y a beaucoup de darwinisme dans ça. Et c'est ce qui fait d'abord une des premières qualités d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise, c'est qu'il connaît le darwinisme. Le darwinisme, si on le résume, c'est jamais les espèces les plus fortes qui survivent, c'est celles qui savent le mieux s'adapter. Et on en est là aujourd'hui. Pourquoi, d'après vous, les entreprises, la plupart d'entreprises, je mets de côté Edouard, Guillaume, s'adaptent aujourd'hui? Pas tous parce que c'est les big guys de demain. Pas tous parce qu'ils ont en eux cette volonté absolue de connecter le profit et le sens. Vous vous en souvenez, cette lettre de Larry Fink, grand patron de BlackRock? Est-ce que vous imaginez une seule seconde que Larry Fink pense sincèrement ce qu'il écrit dans cette lettre? Moi, pas vraiment, hein, mais on peut imaginer que c'est possible. En tout cas, il a écrit quelque chose de très fort qui dit « c'est inextricable, le sens et le profit ». Ce qu'on voit arriver aujourd'hui, je vous ai parlé de ces jeunes, et d'ailleurs, tu le disais Hélène, mais c'est de moins en moins que les jeunes en fait. C'est quelque chose qui nous porte tous. Et ce que tu dis, cette révolution, elle est importante parce qu'elle nous porte tous. Elle est certainement poussée par cette génération. Ce qui est important, c'est le second point, qui est essentiel pour toute entreprise, c'est le client. Le client aujourd'hui est en train de changer. Le client, c'est nous tous. Hein. Nous tous, nous sommes des micro-activistes. À notre petite échelle, on a envie d'autre chose. On ne veut plus acheter Je vois qu'il y a Castelli ici. Il y a encore 2 ans, sur cette table-là, ça aurait été une bouteille d'une autre marque en plastique. Et je vous assure que personne ici, ou peu, aurait dit quelque chose. Si vous aviez 6 bouteilles en plastique ici, j'espère que la moitié de la salle aurait dit c'est quoi? On ne peut pas parler des RSE si c'est le cas. Le monde a basculé, et basculé à grande vitesse. Je vais vous donner 2 exemples. Vous connaissez Ecosia? D'accord. On voit qu'il y a des connaisseurs ici. Ecosia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de recherche. Ecosia, un moteur de recherche qui a été développé en 2009 par un Allemand qui s'appelle Christian Kroll. Pourquoi on en entend parler? Feu en Amazonie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu la première application téléchargée au Brésil, en France également. Qu'est-ce qu'ils font? 80% des revenus sont directement donnés pour reforestation. Ils ont déjà aujourd'hui planté 60 millions d'arbres. Ce qui est intéressant en parlant de moteur de recherche, c'est qu'il y en a un autre qui s'appelle Quant en Europe, vous connaissez certainement tous, qui n'arrive pas à décoller. Pourtant, ils mettent en avant, nous on est européens, ou même français. Ça ne marche pas. Ça ne parle pas à tout le monde. En revanche, si on vous dit, vous allez faire 45 recherches, vous avez un arbre qui est planté, 45 recherches. Ça nous pousse, nous, micro-activistes. Je donne un autre exemple. Qui a déjà acheté un produit C'est qui le patron ici? Que ça? Ah, d'accord. C'est qui le patron? Si j'ai 2 minutes pour expliquer, parce que ça montre bien que le monde a basculé. C'est qui le patron? C'est, vous savez, ceux qui ont décidé d'aller changer le monde de l'agroalimentaire, en particulier, essayer de montrer qu'il n'y a pas que Danone, Nestlé, Candia et autres. Excusez-moi. Donc, pour ce qui est important, comment ça fonctionne? Ils ont fait c'est les premiers à avoir fait un RIC. Vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé pendant le grand débat. Ils l'ont fait.
Ils ont demandé à la société française, aux consommateurs, combien devrait valoir une brique de lait. Ils n'ont pas posé la question comme ça, ils ont posé 7 questions. Est-ce que vous pensez qu'un agriculteur devrait être payé correctement? Non, tout le monde a répondu oui. 4 cents d'euros. Okay. On va poser une seconde question. Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir moins d'OGM? Tout le monde a répondu oui. 6 cents d'euros, et ainsi de suite. Cette question, le prix de lait, 99 cents d'euros. Comment on peut vendre un prix de lait à 99 cents d'euros pour être le même prix que les concurrents? En enlevant 2 choses. Aucune communication marketing, aucune. Deuxièmement, pas de vendeur terrain. Pourquoi aujourd'hui c'est un grand succès d'après vous? Nous. Réseaux sociaux, exactement. Nous, micro-activistes, 9000 sociétaires. 9000 personnes qui, le lendemain, quand ils ont vu ça, sont allés voir leur Franprix, leur Monoprix, leur Auchan, leur Lidl, et ainsi de suite. On dit, est-ce que je peux voir le responsable du produit frais, s'il vous plaît? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce produit-là, ça fait 2 ans que je viens chez vous, ça se passe très bien, mais j'aimerais bien que ce produit-là soit dans vos étagères. Ah non. Dans un mois, s'il n'est pas dans l'étagère, je ne viens plus et j'appuie sur ce bouton-là par rapport aux réseaux sociaux. Et puis si j'appuie sur ce bouton-là, ça va directement à tout mon réseau. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous ne faites pas partie des sociétés qu'on devrait considérer aujourd'hui qui gèrent les mêmes valeurs. Au bout de 2 ans, sans communication, sans commerce au terrain, c'est devenu la première marque de lait vendue en France. Ça prouve quoi? Ça prouve que nous, à notre niveau, on peut avoir un impact considérable, pas uniquement par un bulletin de vote, mais également avec notre carte de crédit. Alors justement, on rentre dans la stratégie des entreprises et des marques. Je me tourne vers vous, Guillaume Leroy. Vous êtes président de Sanofi France. Je crois que c'est 25 000 salariés en France, environ 100 000 dans le monde. Comment est-ce qu'on crée une RSE compatible, intéressante pour tout le monde, aussi bien pour les consommateurs que pour les salariés de votre groupe? A priori, c'est un casse-tête quand on pose la question comme ça. Alors, comment vous l'avez résolu? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Et donc, pour non pas contredire, mais apporter un éclairage différent sur ce qui a été dit, que je partage d'ailleurs, il ne faut pas mélanger plusieurs choses dans l'entreprise. Il y a l'entreprise, ce qu'elle fait, il y a les comportements, et il y a la communication autour des différents sujets. Alors là où je reviens sur ce qui a été dit, il y a un shift brutal sur la communication qui permet une conscience collective des sujets de RSE. Quelle que soit la définition qu'on voudra y donner, ça élève, je dirais, le niveau général. Et donc ça induit des comportements différents, aussi bien chez nos collaborateurs que chez nos clients, les patients, les médecins. Mais ça ne change pas fondamentalement, dans le secteur de la santé en tout cas, ce que nous faisons. Et donc je voudrais revenir une minute sur la responsabilité sociétale de l'entreprise de par sa nature. Vous avez gentiment mentionné la taille de Sanofi en France, et effectivement c'est le quart du secteur, et Sanofi investit plus en recherche et développement qu'on ne fait de chiffre d'affaires sur le territoire français. Près de 40% de notre recherche mondiale se fait en France, et ça représente près de la moitié de la recherche médicale de l'industrie en France, et on est le premier investisseur privé en recherche et développement, toute industrie confondue. La recherche est-elle un acteur, est-elle une activité de responsabilité sociétale? Eh bien oui. Quelle est la plus grande injustice que la maladie? Un jour, quelqu'un se réveille, a un symptôme, va chez son médecin, il est diagnostiqué malade. Quelle est la plus grande injustice d'avoir une maladie rare, pour laquelle on va mettre 5, 8, 10 ans avant d'avoir un diagnostic? Donc, toute activité d'entreprise qui permet de réduire ces inégalités dans l'accès à la santé est par définition un acteur de responsabilité sociale. Et pour illustrer ce point de façon un peu plus collective et au niveau international, j'ai passé 15 ans en Amérique latine, j'ai vécu, à titre personnel, des grands fléaux de santé publique, que ce soit un tremblement de terre en Colombie, un coup d'État au Venezuela, avec toutes les conséquences sur l'organisation des soins, un cyclone dans la péninsule du Yucatan, l'arrivée de la pandémie. À chaque fois, la réponse des entreprises, et en particulier de les entreprises françaises, a été exemplaire. C'est-à-dire qu'on a été capable de mobiliser dans nos entreprises de santé des ressources pour répondre à cette problématique d'environnement sociétal. Donc ça, c'est un premier point. Et puis deuxièmement, sur le plan scientifique, quand une nouvelle pathologie apparaît, effraie le monde, que ce soit un virus ou une hémorragique en Afrique, ou que ce soit le virus du Zika au Brésil, systématiquement, la réponse collective des acteurs scientifiques français, entreprises comme nous le sommes, mais aussi centres de recherche, Institut Pasteur, etc., a été exemplaire. Donc c'est là où je dis
l'activité intrinsèque, le DNA, la raison d'être de ces organisations est par définition construite autour d'une responsabilité sociétale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les innovations sont souvent considérées dans beaucoup d'industries comme exclusives. Rares sont ceux qui ont accès à l'innovation, et donc, par définition, elles sont exclusives. Dans la santé, elles sont inclusives. Le fait de pouvoir vacciner des populations en pays émergents réduit ces inégalités face aux défis épidémiologiques. Donc là encore, c'est une démonstration que certaines activités liées à l'industrie de la santé est par définition une responsabilité sociétale. Ça, c'est que pour le volant activité. Après, il y a les empreintes. Et donc, vous le disiez, l'empreinte de Sanofi en France, ça montre la contribution économique et sociale dans un territoire. Quand une usine est dans un territoire, quand un centre de recherche est dans un territoire, il y a une dynamique qui se crée autour de cette entreprise. Et je voudrais peut-être ici provoquer un petit peu en disant arrêtons d'opposer les grands groupes aux petites et moyennes entreprises, qui plus est sur des problématiques comme celle-ci. La première valeur ou contribution sociétale d'une entreprise, d'une grande entreprise, c'est de faire travailler de très nombreuses petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas un grand groupe qui travaille tout seul dans son coin, et puis les petites start-up qui travaillent dans leurs incubateurs de l'autre côté. Ça n'existe pas. Une entreprise comme la nôtre, c'est 10 000 entreprises qui sont derrière. Donc ça, c'est une contribution sociétale sur le plan économique absolument essentielle. Très bien. Alors, Edouard Arkwright, vous êtes directeur général exécutif d'ADP. À l'instant, Guillaume Leroy disait que finalement, c'est vrai que Sanofi, c'est une entreprise qui fait de la recherche, qui soigne, qui fait des médicaments. ADP est une entreprise, je dirais, présumée polluante. Donc vous ne partez pas de la même base de départ. Alors comment vous, cette RSE, vous l'avez appliquée et comment vous la rendez publique et comment vous essayez de la rendre aimable, si j'ose dire, pour vos clients qui sont des dizaines de millions et même des centaines de millions par an, parce que je rappelle que ADP est le deuxième groupe aéroportuaire européen. Ou le premier mondial. Oui. Premier mondial. Donc, l'industrie aéronautique est présumée polluante. Ça a été le point de départ de votre question. Un aéroport, c'est soit de l'emploi, soit du bruit, soit de la nuisance, soit de l'attractivité, soit de la connectivité, soit des microparticules, soit... voilà. Donc, ce genre de tension, c'est évidemment ce que nous vivons, et nous le vivons depuis le début de l'industrie aéroportuaire. Et donc, pour reprendre quelque chose que vous venez de dire, la première réponse, elle est à chercher dans l'histoire. On est à Orly depuis 1961, ou plutôt on est même à Orly depuis avant la Deuxième Guerre mondiale, mais comme aéroport ouvert au public depuis 1961. On vit dans le territoire de Roissy depuis 1974. Et donc, cet engagement vis-à-vis de nos parties prenantes, il s'ancre dans ce territoire depuis 1974. Donc la première réponse, c'est ne pas oublier qu'une infrastructure aéroportuaire, elle n'est pas hors sol. Elle est ancrée quelque part. Et elle n'est pas hors sol par son produit ou par son rôle dans la nation ou dans la société. Elle sert à tout un chacun. Donc cette tension, on la vit tout un chacun. Je vais prendre un exemple très précis. Il y a 90 000 salariés à Charles de Gaulle. La moitié de ces 90 000 salariés habitent à moins de 20 km de l'aéroport Charles de Gaulle. Pensez-vous un seul instant que cette personne-là, qu'une de ces 45 000 personnes-là, avec leur famille, puisse distinguer la question du bruit ou de la pollution atmosphérique de la question de son emploi? Il arriverait à l'aéroport et dirait « Je suis formidablement engagé dans la croissance du transport aérien et je veux le faire envers et contre tout ». Et puis il rentrerait chez lui, il dirait « Alors surtout, il ne faut pas plus d'avions, il ne faut pas plus de transport ». Non. Donc c'est pour ça que j'ai réagi sur l'adjectif optionnel tout à l'heure, mais vous avez précisé votre pensée. Ce n'est pas optionnel, c'est la condition du développement, de la croissance et de la conciliation entre une utilité sociale, en l'occurrence connecter, faire voyager, rendre une attractivité, ouvrir de la paix entre les nations, si on élève un tout petit peu le niveau du débat, et des nuisances qu'il faut absolument réduire. Absolument réduire ou supprimer. Et l'aéroport, il est à la jonction de ça. On n'est pas seul dans les nuisances. La plupart de ces nuisances, elles viennent des avions. Les avions, on ne les construit pas, on les subit. Donc, exemple, est-ce qu'on accepte tous les types d'avions sur un aéroport? Ou est-ce qu'on dit on accepte que les avions qui émettent tant de bruit ou tant de CO2? Et donc, très concrètement, ça veut dire, est-ce qu'on décide de faire payer moins cher l'avion qui atterrit quand il est moins polluant et plus cher l'avion qui atterrit quand il est un peu polluant et qu'on interdit celui qui... c'est des émissions au sol. Parce que pour faire marcher un avion, il faut plein de véhicules autour.
Est-ce qu'on décide qu'il n'y a pas un seul véhicule diesel sur un aéroport dans les 10 ans qui viennent? Ou est-ce qu'on décide que, peu importe, cette petite goutte-là sera supportable? On s'engage dans cette voie. Nous, ADP, on se rend compte que la seule industrie qui, aujourd'hui, ne peut pas être dédiésélisée à très court terme, c'est les pompiers. Mais rien ne nous empêche de faire le contraire sur tous les autres. Et c'est avec des mesures comme ça, pardon de prendre ces deux petits exemples, mais vous en avez 10, 20, 100, 25% de la production d'énergie d'un aéroport de Charles de Gaulle, dont je rappelle que c'est plus de 200 000 personnes chaque jour comme voyageurs et plus de 90 000 salariés comme employés. Donc c'est une petite grosse ville quand même, 6 stations de métro, un tiers de Paris. Le quart de la production vient de la biomasse. Bon. Donc c'est toutes ces actions qui permettent après d'avoir des objectifs, pour reprendre des objectifs qui peuvent être ambitieux. Est-ce qu'on vise une neutralité carbone? Voilà. Est-ce qu'on vise une neutralité carbone sans compensation? Est-ce qu'on fixe ces objectifs ambitieux? Dans quelle mesure on est capable après de fédérer en interne? Et pour moi, je voudrais juste terminer là-dessus. L'élément le plus important, vous avez parlé d'alignement, c'est la cohérence entre le fort interne et le fort externe. Vous agissez et vous êtes fort lorsque vous êtes cohérent par rapport au fort externe, c'est-à-dire ce que la société attend de votre industrie. Elle attend de l'industrie aéroportuaire ou de l'industrie aérienne qu'elle arrête de polluer. Et le fort interne, qui sont qu'est-ce que vous dites à vos salariés, quelles sont les valeurs que vous véhiculez, quelles sont les valeurs que vous véhiculez dans une marque. Lorsqu'on a une marque comme Paris Aéroport qui dit « Paris vous aime », ça veut dire que Paris vous aime, ça veut dire ne pas polluer, ça veut dire ne pas faire de bruit, ça veut dire ne pas faire de particules, sinon on se moque du monde. Voilà. Donc c'est une exigence de cohérence. Et c'est pour ça que je disais que ce n'est pas optionnel. Je vais me faire un peu l'avocat du diable et je vous propose, Hélène Roch, de me contredire. On pourrait penser qu'une partie de la RSE, c'est de la communication. Dire que c'est mettre en avant ce qu'on fait de bien et c'est ne pas parler ou cacher ce qui ne serait pas politiquement correct ou RSE correct aujourd'hui. Est-ce que cet alibi-là est encore possible ou est-ce qu'on est passé vraiment dans une dimension bien au-delà de tout ça ? Moi, je crois que comme on a assez peu de temps, on va oublier ces gens-là. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser, je pense qu'ici, dans la salle, il n'y a que des entreprises qui déploient des efforts. Bien sûr, c'est toujours possible, parce que le monde irait très bien si toutes les entreprises étaient à impact positif. Et donc, quelle que soit la qualité énorme de vos efforts, si on met les 200 plus grosses entreprises de la planète, si toutes faisaient le mieux, je pense qu'on s'en serait aperçu. Et donc, je crois que l'alibi est de moins en moins possible et que la RSE alibi est alors vraiment has been. Voilà. Ce qu'on appelle le greenwashing voilà. Autrefois, aujourd'hui c'est terminé. Le greenwashing, c'est fini. La question, c'est de ne pas entreprendre une deuxième étape du greenwashing. Et la deuxième étape du greenwashing, ce serait celle de la peur. C'est-à-dire que finalement, moi j'entends ce que vous dites, je ne peux pas ne pas compatir avec la difficulté de votre mission, parce que j'ai travaillé pour une grande entreprise, mais j'en ai aussi conseillé plus d'une dizaine de grande taille, et je vois bien la complexité. Mais vous avez dit un mot-clé qui est le mot ambition. C'est-à-dire que la question, c'est où est-ce que vous placez votre curseur. Et si vous vous faites, je ne parle pas de vous, mais en général, si vous vous faites décourager parce que vous avez l'impression que c'est tellement difficile de faire un tout petit peu mieux parce que cet indicateur-là, on va progresser, mais celui-ci, on va un tout petit peu moins progresser, vous pourrez plus avancer. Et donc, je crois qu'il faut vraiment se dire qu'on passe à une nouvelle étape dans laquelle on va peut-être augmenter un tout petit peu, encore un tout petit peu moins peut-être que ce que je dis, mais un petit peu l'ambition. Parce que même si c'est très difficile, on a besoin de vous pour ça. C'est-à-dire que finalement, alors, vous parliez de communication. Je vous redonne quand même un chiffre d'une enquête qu'on a pu conduire il y a quelques mois. Un tiers des Français comptent sur l'entreprise avant l'État, avant les ONG, avant les associations, pour résoudre les enjeux sociétaux qu'on leur présentait, qui étaient des enjeux qui allaient de la violence faite aux femmes à la santé, à le bien-être des agriculteurs, dont parlait Alexandre. Eh bien, 75% des Français salariés interrogés par Ipsos considèrent que l'entreprise a un rôle à jouer pour le bien-être des agriculteurs. Donc voilà, on est vraiment maintenant dans une montée des attentes. Le seul bémol que moi je voudrais apporter à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui était extrêmement positif, c'est que l'entreprise reste encore verticale, et bien que les structures hiérarchiques soient en train de se casser les unes après les autres,
il faut absolument que ces sujets je suis tout à fait d'accord avec Alexandre que le mot RSE n'est pas très satisfaisant, donc ces sujets d'engagement que porte l'entreprise et de dons, et c'est tout l'intérêt de la démarche d'Alexandre de Mars, je pense qu'il faut qu'elle envahisse un peu plus les boards. Et donc j'entendais Claire tout à l'heure qui disait les administrateurs français sont de plus en plus experts, de plus en plus capables de colorer les boards de ces politiques-là. Malgré tout, les conseils d'administration sont en charge de superviser la stratégie des entreprises. Et s'ils ne sont pas... s'il y a d'une part un comité stratégique dans un conseil d'administration et d'autre part un comité RSE, alors vraiment je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas du tout pourquoi. Donc je vous repasse la parole, mais je pense qu'il faut vraiment... Guillaume Leroy, vous souscrivez à ce que vient de dire Hélène Roch ? Oui, je souscris. En fait, je pars du principe qu'il n'y aura pas de société qui réussira dans un environnement qui se détruira. Donc, la responsabilité sociétale de l'entreprise, alors, et le mot est peut-être pas le bon, effectivement, on peut peut-être parler de contribution, tout simplement, de contribution à notre environnement. Et d'ailleurs, quand on regarde à quel point ce sujet est devenu sensible, y compris pour nos collaborateurs, j'ai envie de dire, ce qui se passe à l'extérieur, de par notre contribution sociétale, se voit à l'intérieur par l'engagement de nos collaborateurs. C'est absolument incroyable. À titre d'exemple, on a développé un certain nombre d'activités et on a pris un certain nombre de décisions fortes sur la compétence pour augmenter le pourcentage d'alternants, d'apprentis dans nos organisations. On est à plus de 6% maintenant. On voit bien la dynamique que ça crée, y compris chez nos propres collaborateurs, et encore plus quand on l'explique que c'est un élément de réponse à une contribution sociétale. Et si je reviens une minute sur cette trilogie entre les comportements, les activités et la communication, je crois que c'est absolument essentiel parce qu'une entreprise qui développerait une contribution sociétale forte, quel que soit son secteur d'activité, mais qui aurait des interlocuteurs, des régulateurs, des payeurs, des clients qui ne valorisent pas correctement cette contribution sociétale, à ce moment-là, le modèle sera caduc. Donc il faut pouvoir faire évoluer les consciences pour qu'à un moment donné, on puisse, tout consommateur que l'on est, apprécier la contribution sociétale d'un produit ou d'une marque. Mais on en est loin encore aujourd'hui. Clairement, beaucoup de comportements seront d'aller acheter quelque chose de moins cher, même si ça a été importé avec une empreinte carbone absolument épouvantable à l'autre bout du monde, fabriqué dans des conditions sociales déplorables, parce qu'à la fin de la fin, on voudra avoir le moins cher. Mais on ne peut pas reprocher aux gens de vouloir acheter quelque chose moins cher s'ils n'ont pas apprécié cette valeur sociétale. Donc c'est là où il y a, je dirais, à faire tourner la trilogie pour que les entreprises intègrent ça dans leur véritable contribution au risque de disparaître ou de faire disparaître leur environnement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement de savoir parler, communiquer, trouver les mots et les sensibilités qui vont bien et accompagner tous ces comportements, d'abord avec un comportement exemplaire en tant qu'individu ou en tant que collectif. Alors, je vous donne la parole à Alexandre Mars. Il y a quelque chose que vous avez évoqué, Guillaume Leroy, c'est l'attractivité que la RSE peut exercer sur les collaborateurs ou les futurs collaborateurs d'une entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a le choix entre rentrer dans l'entreprise A ou l'entreprise B, l'image RSE ou la véritable politique RSE de l'entreprise B va influencer positivement un choix ? Je pense. Alors, la réponse est oui. Pas uniquement dans l'embauche, mais dans garder les talents. Alors là, on a deux questions, hein, et vous le savez aussi bien que moi, Édouard et Guillaume, c'est que ça dépend aussi à quel niveau. Quand les gens doivent travailler pour travailler et qu'ils n'ont pas beaucoup le choix, ils vont travailler, ils vont être déjà contents. Mais ceux qui peuvent se le permettre, donc c'est parfois ces jeunes qui sortent de grande école ou qui peuvent être chassés, eux, ils ont vraiment un choix. Je rebondissais juste sur ce que tu disais, Guillaume. Tu as raison, on compare souvent, en tout cas on met souvent les mots sur les grands groupes versus les TPE ou les ETI. C'est vrai qu'il y a la grande différence entre les deux, et je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est que la plupart des groupes qui sont ces grands groupes sont dirigés par la finance. Et qui posent donc une autre difficulté, c'est que quand on est une plus petite entreprise, on n'a pas forcément l'obligation d'avoir 23% de marge,
Donc on n'est parfois pas forcément obligé de prendre certaines décisions qui sont des décisions essentiellement pour répondre à des besoins d'actionnaires qui sont aujourd'hui des machines, qui sont des machines qui sont même plus des êtres humains et qui sont des robots pour atteindre des chiffres qui ne sont pas forcément ceux qui devraient être établis. Donc quand le ministre qui viendra ce soir, pour ceux qui ont lu son interview dans La Croix ce matin, qui dit on doit changer la finance, alors moi j'adore. Alors moi je lis ça, j'adore. Il va nous expliquer certainement comment il va faire, mais en tout cas, en effet, le point final est celui-là, c'est qu'il va falloir changer cette finance parce que c'est ça qui nous pose des problèmes majeurs, parce qu'en effet, ces grandes entreprises sont essentielles, ce que tu fais, enfin Sanofi est essentiel, mais il y a aussi des vraies problématiques qui sont des problèmes d'actionnaires. Pour répondre à ta question, ce que nous on voit au quotidien, c'est que ces jeunes et ces moins jeunes, en effet, globalement, ils préfèrent travailler dans un endroit où ils sont fiers de travailler. Je vous donne un exemple très frappant. Dans un secteur, quelqu'un vient nous voir en disant moi j'ai un souci, mes équipes, quand on leur demande, quand le week-end, ils posent la question où ils travaillent, globalement, ils ont arrêté de dire dans quelles entreprises ils travaillaient. Et alors, choc important du grand patron qui dit mais pourquoi ils devraient être quand même fiers de ce qu'on fait. Et intérieurement, ils sont fiers, ils connaissent l'intérieur. Mais la vision qui est donnée de l'extérieur, ce que tu disais Hélène, et je pense que parfois rend les choses impossibles. Et quand il n'y a pas une vraie stratégie RSE, quelque chose de fort, alors là peut-être malheureusement la communication rentre dedans, mais la communication positive, ils n'ont rien à raconter. Donc si je vous dis pourquoi vous achetez des sacs ou pourquoi ces sacs valent plus de 2000 €, la réponse est des gens peuvent l'acheter, mais ça ne suffit pas forcément. Qu'est-ce que vous en faites après? Pourquoi c'est les mêmes personnes qui achètent ces sacs-là? Et la difficulté que vous avez, c'est de ne pas pouvoir répondre. Et donc ces entreprises-là venaient nous voir en disant je sais que les postes aujourd'hui, disons, des ressources humaines, aujourd'hui se posent des questions. Et ce qui est génial, et je rebondis sur ce que tu disais Hélène tout à l'heure, en effet, il y a 10 ans ou 15 ans, tu étais juste un ovni qui était dans l'économie de ces entreprises. Ce qui est génial, c'est que pendant des années, de nouveau, c'était nos amis. Il y a beaucoup de CFO, il y a beaucoup de directeurs financiers dans la salle ou pas? J'espère pas. Pendant des années, c'était vous ou eux, les CFO, qui dirigeaient les entreprises. Et ça, c'est plus possible. Et c'est plus possible parce que malheureusement, on a vu ce que ça a donné. Et moi, c'est ma génération qui a été autocentrée, qui a préféré avoir 2 bateaux ou 2 voitures plutôt qu'une. C'était ma génération qui a été dans la surconsommation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les responsables RH, RSE, prennent un poids considérable, et heureusement, on va dire. C'est pas plus mal que c'est changé. Alors peut-être pour alimenter notre discussion, je voudrais vous faire lecture d'un sondage que vous avez d'ailleurs commandé pour votre structure, Hélène. En novembre 2018, donc c'est tout récent, ça a été fait par l'Ipsos auprès de 2144 Français représentatifs. La question est un peu longue, mais elle est très précise. Si demain, vous aviez le choix entre 2 entreprises qui vous proposent un poste et un salaire équivalent pour la rejoindre, est-ce que le fait que cette entreprise ait mis en place des mesures pour lutter contre certains grands problèmes environnementaux, sociaux ou encore éthiques, compterait dans votre choix? Alors, les résultats sont très intéressants. Pour 83% des personnes interrogées, oui, dans le cas de la détérioration des ressources naturelles de la Terre. 83% aussi pour les inégalités hommes-femmes et encore 82% pour les violences faites aux femmes. Et on a des résultats similaires, autour de 75-78% quand on évoque les grands problèmes de santé et de survie liés à l'alimentation ou l'isolement et la discrimination. Autant dire que là, on a des résultats qui sont sans appel. Une politique RSE bien marquée, bien définie, bien choisie, ça va motiver un diplômé pour intégrer une école. Un commentaire, un seul, parce oui. que j'ai un autre message à vous faire passer. Le commentaire, c'est que ce n'est pas seulement le diplômé. C'est-à-dire, ce qui est formidable, mais vraiment formidable avec l'engagement de l'entreprise, c'est que ça intéresse évidemment les gens qui vraiment ont besoin de travailler demain, qui ne peuvent pas payer le loyer, vont être moins regardants. Mais dans les chiffres, dans les sondages et dans la pratique surtout, opérationnel dans les entreprises, on est frappé de voir à quel point des salariés qui parfois ont vraiment des niveaux de salaire dans lesquels on pourrait penser que ça les intéresse beaucoup moins parce qu'ils ont du mal à boucler, en fait ça les intéresse beaucoup plus. C'est-à-dire que moi je vous donne un souvenir, c'est qu'un jour en 2008, en pleine crise, on était en train de développer un projet, en l'occurrence chez Accor, qui demandait une implication forte des opérationnels. Le patron de la marque la moins luxueuse du groupe m'avait dit « S'il te plaît, va pas trop les embêter avec ça, fais une petite présentation en 5 minutes, mais s'ils ne veulent pas, s'il te plaît, on n'y va pas ».
eh ben, c'est ceux qui ont voulu y aller le plus, et c'est pas Sofitel qui y est allé, et Sofitel a suivi après, parce que c'est Étape, Formule 1 et Ibis qui ont voulu foncer. Voilà, pourquoi ? Parce qu'en rentrant chez soi le soir, d'avoir quelque chose à raconter plus marrant et qui valorise. C'est pour ça que je parle de cette ère de la sincérité, et je suis convaincue qu'elle existe. Parce que j'aurais probablement pas d'autres commentaires après à apporter, mais je voudrais insister sur un point qu'a donné Alexandre en parlant des success stories de la boîte de C'est qui le patron. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignements à avoir avec ça, avec le fait qu'on est tous en alerte, on est à l'affût, et qu'on est un peu dans une période, on passe un peu de la politique de l'autruche, où on s'est dit jusqu'où on peut être cynique, jusqu'où on peut ne pas regarder, à la politique de la girafe, excusez-moi, de la facilité de la formule, parce que la girafe dort 2 heures par nuit, par jour, voire une demi-heure, et elle voit très loin, et elle est à l'affût à 360. Et je crois vraiment qu'on est dans une politique, un changement très fort d'observation, de médiation de parties prenantes et dans l'entreprise, et que c'est ça qui peut être la source d'un vrai progrès. Edouard Arkwright, peut-être une petite question pour comment cette prise de conscience RSE, elle a forcément impacté les organisations d'une entreprise, de la vôtre. À quel moment la question RSE se pose lorsque vous avez un projet ? Est-ce que d'emblée, on va poser immédiatement la question, tiens, est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est vraiment légitime par rapport à notre politique, ou est-ce que dans le développement du process, vous avez un filtre RSE qui va ultérieurement se poser et valider ou pas valider un projet ? Alors aujourd'hui, il est ab initio, et juste pour donner un exemple, on a un nouveau terminal qui est en cours de réflexion à Charles de Gaulle, qui représente 30 à 40 millions de passagers à l'horizon de 2037, donc c'est un projet assez significatif. La responsable de ce projet, c'est la directrice du développement durable. Chose inimaginable chez ADP. Évidemment. Voilà. Donc la personne qui est chargée de porter ce projet, c'est la personne qui a la responsabilité de la politique RSE du groupe. Et c'est passé en interne sans problème ? Et c'est pas l'ingénieur bâtisseur ou l'architecte. Voilà. Et ça n'a pas créé de grincement de dents sans dévoiler de secret ? C'est un fait établi. D'accord. Nous avons compris la réponse. Et il lui a peut-être fallu la première demi-heure de la première réunion pour asseoir sa légitimité. Et elle était dans cette salle jusqu'à il y a peu de temps, elle a dû partir. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y a aucun procès en légitimité. Donc voilà, ça mais c'est parce que c'est tellement évident. Et je voudrais réagir sur votre dernière remarque, sur votre première de vos remarques. Juste un exemple. Nous, on a énormément de salariés qui sont des non-cadres, qui sont des emplois industriels, peu qualifiés. Ce sont les premiers bénéficiaires de cette prise en compte des conséquences de l'action. Lorsqu'on met en place des systèmes de bus pour faire venir des salariés des communes environnantes à Charles de Gaulle, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on supprime la voiture individuelle. Ça veut dire qu'on supprime des accidents du travail, on supprime du CO2. C'est bête, hein ? Vous améliorez le pouvoir d'achat de ces personnes, vous améliorez leur employabilité, leur accès physique à l'emploi. On pourrait très bien continuer à développer Charles de Gaulle tout en laissant autant de salariés venir en voiture individuelle. Voilà. Et donc le premier bénéficiaire, ça va être un salarié ou l'accès à l'emploi. Et donc il ne faut pas non plus aller chercher dans des grands discours ou dans des grandes mesures. Ce sont des choses qui peuvent profiter à tous. Et je voudrais juste, ma dernière observation, rebondir sur ce qu'a dit Alexandre sur les CFO et la finance. Je pense que c'est très dépendant des modèles économiques. Un aéroport, ça se caractérise dans le modèle économique, et donc il y a peu de CFO, donc je vais essayer d'être très rapide, par le fait d'être extrêmement intensif en capital. Vous investissez énormément d'argent et vous l'immobilisez pour énormément de temps. Les actionnaires de ce genre d'infrastructure savent qu'ils vont devoir mettre beaucoup d'argent pendant très longtemps. Mais ça permet de faire énormément de choses. Parce qu'aujourd'hui, soit vous construisez un nouveau terminal en appliquant une réglementation thermique d'aujourd'hui, et vous avez juste en droit, faux probablement financièrement dans la durée, et vous êtes dans l'erreur absolue du point de vue de votre engagement social, soit vous profitez du fait que vous pouvez investir énormément et que ce n'est pas 1% d'investissement en plus qui va changer la face de votre structure financière, et vous pouvez voir à 2030, 2035. Donc, parfois aussi, on peut trouver des instruments financiers ou des actionnaires ou des modèles économiques qui sont au service de cet engagement dans la durée.
On vous écouterait des heures, on pourrait poser plein d'autres questions, mais je propose que peut-être dans la salle, vous ayez votre propre point de vue. Je vois Alors, 2 personnes au centre, au milieu. Si vous voulez bien vous manifester, Voilà. qu'on voit qui veut parler. Bonjour. Bonjour. Merci pour vos interventions. Victor François, étudiant à l'école polytechnique et membre du collectif du manifeste étudiant pour un réveil écologique. J'aurais une question pour monsieur le directeur général de ADP. Vous nous avez parlé de réduction de la pollution du secteur aérien et en même temps de la croissance du trafic aérien pour les décennies à venir. Et j'aimerais savoir à quel point ces 2 objectifs sont compatibles. Et dans la même idée, j'aimerais savoir en gros quel est le business model d'un groupe comme ADP dans un monde où les émissions de gaz à effet de serre doivent décroître de 4% par an. Alors, pour le monde entier, les journaux en sont pleins, donc je ne vais pas m'élever au-dessus de ma condition. Pour Paris, c'est assez simple. Vous pouvez très bien augmenter d'abord le nombre de passagers en ayant des avions mieux remplis. Donc, à vous d'inciter à avoir des avions mieux remplis. Ensuite, vous pouvez revoir les trajectoires aériennes. Aujourd'hui, un avion à Paris, il atterrit par palier. À chaque fois qu'il atterrit par palier, il émet du CO2 et il émet du bruit. Si tout d'un coup, il arrivait en ce qu'on appelle en pente douce, dans le jargon, il émettrait beaucoup moins de CO2 et beaucoup moins de bruit. Comme c'est le cas aux États-Unis, je crois. 2024, comme c'est le cas à Charles de Gaulle la nuit et dans certains aéroports aux États-Unis, c'est un enjeu technique extraordinaire. Si Charles de Gaulle sait le faire en 2024, on sera le premier aéroport à pouvoir le faire dans de telles conditions. Vous pouvez donc des listes de mesures comme ça, vous en avez plein. Vous avez la question des carburants qui évidemment défrayent la chronique, et donc vous avez des longues listes de mesures. Il se trouve qu'à l'occasion de la concertation sur le terminal 4 que j'évoquais, on a pu le détailler pour Paris. On peut aussi regarder ce qui se passe dans d'autres aéroports dans le monde. Il se trouve que dans le groupe ADP, on a plus de passagers en dehors de Paris et qu'on a des aéroports qui sont plus avancés que Paris en la matière. Ça, c'est des éléments de réponse à la première question. Des éléments de réponse à la deuxième, le modèle économique. Alors là, je vais être désolé de décevoir certaines personnes, mais les aéroports les plus rentables sont les aéroports saturés. Donc, si vous me dites, est-ce que une stabilisation ou une moindre croissance du transport aérien bouleverse le modèle économique d'une infrastructure aéroportuaire, je ne vais pas vous dire oui. Je ne vais pas vous dire oui parce que l'infrastructure saturée, elle est rentable. Elle est très rentable. Ce qui coûte cher et ce qui peut bouleverser l'économie de ce genre d'économie d'infrastructure, c'est au contraire des croissances trop rapides qui amènent à avoir des besoins d'investissement extrêmement lourds trop tôt. Voilà. Donc, notre sujet à nous, c'est plutôt de se dire comment on intègre les exigences qu'on a évoquées dans nos futures infrastructures et comment on essaye de dégager des capacités d'investissement pour revoir les infrastructures actuelles. Et puis pour réagir à l'autre question, sur est-ce qu'on surestime? Alors chez ADP, non, parce que les enjeux environnementaux sont là depuis très longtemps. Mon problème aujourd'hui managérial, il est plutôt l'effet d'éviction qu'a eu cette prise de conscience très forte sur l'environnemental, ce que ça a eu sur les modes de management et la dimension plus employeur. Donc là aussi, ça peut paraître un peu paradoxal, mais la priorité, pour moi en tout cas comme dirigeant de cette entreprise, c'est de vérifier la cohérence et les évolutions, les transformations de pratiques managériales, de telle sorte qu'on n'ait pas un écart entre les réalisations et les ambitions qu'on se fixe sur l'extérieur et les pratiques managériales à l'intérieur. Et c'est aussi pour ça qu'on passe à des mesures symboliques ou ambitieuses, comme celle que j'évoquais tout à l'heure en disant, eh bien oui, ça ne sera pas, pardon pour ceux qui en sont, l'X-Pont de service qui prendra le pilotage du Terminal 4. Oui, je me demandais, Jérôme, si au fond on ne pourrait pas permettre à Hélène Roch et à voilà, Alexandre Mars de conclure exactement. La table ronde, mais en rebondissant sur, au-delà même des exemples précis qui ont été cités, sur les deux thématiques qu'ont suscité ces questions, à savoir la problématique de la formation et de l'information des salariés en particulier sur ce qui est fait dans l'entreprise de manière générale, où la réalité c'est quand même que beaucoup ne savent pas, ou ne mesurent pas encore ce qui est réalisé ou ce qui va pouvoir l'être, et puis la question de la contradiction qu'il y a entre l'objectif officiel RSE et puis la réalité du métier. Comment est-ce qu'on résout ces deux contradictions ou ces deux difficultés? Hélène Roch, vous avez le micro. Je laisserai Alexandre faire la dernière conclusion parce qu'il propose des solutions que je trouve formidables. Je voudrais répondre à la deuxième question qui fera office de ma mini-conclusion sur l'éducation. Je pense que oui, la conscience a augmenté, mais oui, vous avez tout à fait raison de souligner
qu'elle augmente de façon intuitive et que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que de même qu'on ne sait pas... hier, j'ai préparé des lentilles et j'avais une amie qui est directrice développement durable d'une entreprise au téléphone au même moment et qui me disait attention, les lentilles, c'est plein de pesticides. Personne ne sait ce qu'on peut manger, personne ne sait ce qu'on peut toucher, personne ne sait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Même nous. Donc, je veux bien que dans votre sondage, vous ayez trouvé des gens qui sont complètement perdus. La suggestion que je voudrais faire, c'est que je pense qu'il y a une bonne dizaine d'années de travail public-privé avec les entreprises pour construire des indicateurs, je suis désolée de dire le gros mot indicateur, mais pour construire des moyens de compréhension très très simples de l'état de nos biens communs. Donc là, on va parler de l'environnement parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Mais de même que vous avez, je prends l'exemple du pavillon bleu. Vous voyez, vous voulez aller sur une plage, depuis 30 ans, ça existe, le pavillon bleu. Elle est pavillon bleu ou elle n'est pas pavillon bleu. Eh ben, on pourrait tout à fait construire à l'échelle des territoires, et à mon avis, il faudrait le ramener à l'échelle des territoires, avec les maires, avec les entreprises. Et vous, entreprises, vous pourriez, c'est un gros travail, mais vous pourriez, avec l'État, construire des indicateurs qui permettraient aux territoires de planter leur pavillon vert, qu'on appelle comme vous voulez. Mais si je vais m'installer à Angers, ou dans une petite ville, je sais, ou à Agen, qui est ma ville d'origine, et il y a le pavillon vert Garonne, c'est-à-dire que l'eau n'est pas polluée. Et comme disait le responsable de Next City, il y a l'artificialisation des terres, on y a veillé, etc. Et je suis certaine que c'est possible et que c'est nécessaire, sans quoi, j'en reviens à ma crainte, c'est qu'on peut ouvrir une deuxième période de greenwashing, parce que comptant sur le fait que les personnes ne pourront pas juger ce que les entreprises vont leur proposer, elles pourront rester dans le symbole et éviter l'impact. Voilà. Donc, le mot de la fin pour vous, Alexandre Mars. Donc je pense qu'on aimerait que ça aille plus vite. Donc en effet, quand on entend ces chiffres, c'est glaçant. Peut-être que nous, on est un peu bisounours parce qu'on espère tous que plus de gens puissent imaginer comme nous, voir ce qui est à faire. Mais si c'est 3 éléments. 1, les salariés au quotidien veulent plus. 2, les consommateurs, nous, on veut plus. Troisièmement, c'est important parce que tout à l'heure, on l'a dit, c'est qu'est-ce qu'on raconte à la maison le soir. Moi, je vois par exemple quelqu'un qui venait nous voir il y a quelques mois de ça à Londres, qui disait j'ai entendu parler des pics, mais je ne comprenais pas très bien, donc je suis venu vous voir. Je dis mais pourquoi tu es venu? Il me dit ma fille. Je dis quoi ta fille? Il dit ma fille, elle est au lycée, chaque année, elle doit trouver un stage. Vous savez tout ça. Hein. Et donc, comme tout bon parent, on essaie d'aider notre fille en disant notre fils, est-ce que je peux t'aider? Donc là, 2 ans avant, il avait trouvé un stage, l'année dernière un autre stage, et puis là, c'était l'année du stage, genre, ma chérie, où tu vas aller en stage? Et la fille dit, papa, 2 choses. 1, c'est moi qui trouve mon stage, ok. 2, ça sera dans l'humanitaire. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, le papa, il a basculé. Il a basculé pour 2 choses. 1, c'est qu'il veut dire que dans 1 mois, 1 semaine, 1 an, la connexion avec sa fille va disparaître, en tout cas va s'étioler, obligatoirement. Deuxièmement, et c'est là où on revient sur Darwin, c'est que sa fille, c'est sa cliente de demain. Et je pense que pour ceux qui ont des jeunes ici, 18, 20, 25 ans, ils sont vraiment différents de ceux que nous étions, nous, à 20, 25 ans. Quand j'écoute les 2 questions des deux ingénieurs là-bas, c'est ça. Il y a 25 ans, je peux t'assurer que les questions qu'il y avait, ils ne seraient pas venus un jour comme ici pour poser ces questions-là, et puis ce n'était pas juste exactement la question qu'ils auraient posée. Donc on est en train de se basculer. Alors je dis ça, et je termine avec 2 questions pour vous tous. Est-ce que, puisque encore une fois, je chauffe la place pour notre ministre de l'économie, est-ce qu'on trouve normal ici qu'une entreprise comme Apple ne paie pas ses impôts? Alors j'ai compris qu'ils allaient bientôt le payer, hein, je suis content. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut lever la main? Nous trouvons que c'est normal que Apple n'ait pas payé ses impôts? On parle d'Apple, il y en a d'autres comme ça. Non. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous pouvez juste lever la main, ceux qui ont un iPhone? Levez la main, soyez honnêtes avec nous tous. Eh bien, vous avez regardé sur vos données, et c'est normal. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a des marques qui vont disparaître, moi je fais partie des gens qui pensent que même une marque comme Apple peut disparaître. Parce qu'il y a un moment ou un autre où évidemment c'est plus simple de choisir cette brique de lait que cette brique de lait là. Évidemment, ça ne me change pas grand-chose. Un téléphone, c'est un peu plus compliqué. Pour votre information, ça m'a fait suer, mais ça m'a pris que 2 heures de changer d'Apple à une autre marque. Donc c'est faisable. Mais à un moment, si on n'est pas capable, nous tous, et en particulier au cœur du sang des gens qui sont intéressés par la RSE qui sont là aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables d'aligner ce que nous pensons réellement avec nos actions, ça posera un problème. Et ce ne sera pas plus de 8% des gens qui voudront le faire. Voilà. Alors, non, il n'y a plus de questions sur cette table ronde qui s'achève là, mais je voudrais qu'on remercie les orateurs de la table ronde, s'il vous plaît, par les applaudissements.